Et pour évoquer ce soulèvement du ghetto de Varsovie, nous sommes en ligne avec Annette Viviorka, historienne, spécialiste de la Shoah, de l'histoire des Juifs au XXe siècle et notamment autrice de ce remarquable livre, hein, Tombeau, prix Femina 2022. Bonjour Annette Viviorka. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission donc consacrée au soulèvement du ghetto de Varsovie. On va dans un premier temps revenir au contexte dans lequel naît cette idée de révolte armée. Nous sommes le 22 juillet 1942. Les Allemands, à travers la Grande Action, commencent à déporter les Juifs du camp d'extermination au camp d'extermination de Treblinka depuis donc le ghetto de Varsovie. Début janvier 1943, les autorités allemandes accélèrent cette déportation des populations donc du ghetto vers Treblinka. Et l'idée est donc de liquider définitivement le ghetto. La population du ghetto est passée de 450 000 à 70 000 personnes. Et il y a une première résistance qui va s'organiser, c'est le 18 janvier 1943. Oui, cette résistance, armée, on peut dire qu'il y a toujours eu de la résistance dans le ghetto de Varsovie, sous diverses formes, des publications, l'organisation de soupes, l'organisation d'un enseignement clandestin. Donc, ce qui se passe à partir disons de la grande action, c'est la prise de conscience que la déportation, c'est l'assassinat de masse. C'est une idée qui se fait jour petit à petit. Les premiers renseignements proviennent de Chelmno, de survivants du Chelmno qui rentrent dans le ghetto. Et à partir de ce moment-là, un certain nombre de groupes organisés, surtout des jeunes des partis politiques bundistes, sionistes, pensent à une action armée et pensent à l'union de ces groupes. Et effectivement, vous avez parfaitement raison, la première occasion qui leur est donnée de cette résistance armée, c'est en janvier 1943, quand Himmler a eu la première décision finalement de liquider, ça c'est de la langue nazie, mais de liquider le ghetto, et où ils se retrouvent devant une résistance, et ils font marche arrière. Alors, Jusqu'à Oui, oui, allez-y, excusez-moi. allez-y, allez-y, je vous en prie, terminez. Oui, je dis jusqu'à ce moment du 18-19 janvier, les nazis aiment bien euh, choisir les fêtes juives pour leurs actions meurtrières. Donc, le 19 avril, c'est Pessah, c'est la Pâque juive. Et là, euh, les groupes armés sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Oui, rappelons effectivement. Et la résistance est organisée avec un certain nombre de leaders, Morderagne, Anielewitsch pour la Shomer HaTzaïr, Marek Edelman pour le Bund. Ce sont tous des très, très jeunes gens, et ils sont extrêmement mal armés, puisqu'il a été très difficile pour eux d'obtenir des armes de la résistance polonaise. Mhm. Donc, ils ont quelques dizaines de fusils, ils ont fabriqué des cocktails Molotov, et ils sont bien décidés à se battre. Alors justement au niveau, logistique entre la prise de décision, d'une révolte armée et 2-3 mois plus tard, ce matin, du, 19, avril, 1943, comment cette résistance, s'organise justement au niveau logistique? Vous étiez en train de dire il y a un instant qu'il était difficile de trouver, des armes et que la résistance, polonaise à l'extérieur du ghetto côté, arien n'a pas répondu, positivement aux demandes, des juifs. Elle a répondu très, très chichement. Et ce qui est très intéressant, c'est que un des partis politiques très représentés en Pologne et dans le ghetto, qui est le Bund, qui est le Parti socialiste juif, lui a cru jusqu'en à peu près en octobre 1942, très tard, que l'action pourrait être organisée avec les gens du PPSD, avec les socialistes polonais. Et ça n'a pas été possible, et c'est ce qui les a décidés finalement à créer avec les autres organisations
ce qu'on a appelé l'organisation juive de combat, qui est cette organisation qui se manifeste pour la première fois en janvier 1943 et qui va être à la tête de l'insurrection. Alors, il est. Dans un ghetto, Mmh. vous l'avez dit très bien, 70 000, ça me semble même un chiffre un peu élevé, mais il subsiste une population dans un ghetto qui a été rétréci, et c'est une population qui travaille dans des ateliers pour l'armée allemande. Alors, ces groupes, hein, ont clairement, la conscience, hein, cette conscience que la mort est certaine et veulent tout simplement mourir les armes à la main. Je cite cette phrase, célèbre, d'Israël Chaim Weilner dit Jurek, qui dit: «Nous, ne voulons pas sauver notre vie, personne ne sortira vivant d'ici, nous voulons sauver la dignité humaine». C'est, ce qui mène, ces combattants juifs? Oui, ce qui les mène, c'est effectivement mourir debout, mourir en quelque sorte en héros, mourir les armes à la main. Mmh. Et ils ont conscience que la possibilité de survie est très mince. De fait, un certain nombre d'entre eux survivront. Agnelevitch, qui est donc le jeune homme, il faut bien s'imaginer qu'on a affaire à des tout jeunes gens, hein, 20, 22, 18, vraiment des jeunes gens. Agnelevitch se suicidera dans le bunker qui est le QG de la résistance et qui se trouve rue Mila Mmh. et qui aujourd'hui est muséographié, hein. Si vous allez à Varsovie, vous pouvez vous incliner à l'emplacement de ce bunker. Et nous y serons, demain matin, en direct justement. Que se passe-t-il à Netvivorka au matin du 19 avril 1943? Et au matin, quand les troupes dirigées par le général Stroop pénètrent dans le ghetto, ils sont attaqués par un déluge de cocktails Molotov, de feu, et cette résistance va durer jusqu'au 16 mai, si ma mémoire est bonne, jusqu'au 16 mai 1943, c'est-à-dire pendant 3 semaines, les groupes armés dans le ghetto résistent avec devant eux des gens armés, une puissance de feu qui est incomparable, et surtout la tactique qui est de mettre le feu à l'ensemble du ghetto de façon à faire sortir de leur cachette des bunkers ce qui reste de la population, qui n'est pas forcément d'ailleurs une population combattante. Mmh. Donc c'est symboliquement très important, puisque c'est la première révolte urbaine armée de l'Europe occupée. Et la valeur est plus symbolique que militaire. Euh, on a souvent comparé le ghetto de Varsovie à Stalingrad, qui la bataille de Stalingrad s'est déroulée quelques mois avant. L'importance militaire est relativement mince. Le nombre de morts du côté allemand, d'après le rapport qu'établit le général Stroop et qu'il intitule Le quartier juif de Varsovie a cessé d'exister, il y aurait eu 16 morts, ce qui n'est pas énorme. Mais la portée symbolique est considérable. Et non seulement à Varsovie, mais l'insurrection du ghetto est célébrée par toutes les résistances juives, partout partout dans le monde, hein, aux Mmh. États-Unis, l'année suivante, par la résistance juive en France en 1944. Et ça a été jusqu'à, disons peut-être jusqu'aux années 60, la grande, grande, grande commémoration. Mmh. Alors cette révolte, vous l'avez dit, va inspirer d'autres révoltes dans d'autres ghettos, révolte également, dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Au-delà du symbole évidemment très fort que vous venez de souligner, cette révolte du ghetto de Varsovie, est-ce qu'elle a eu un impact dans l'histoire de la Shoah selon vous? Ah, vous me posez une question extrêmement compliquée. Euh, Quand on prend l'histoire de la Shoah globalement, c'est quand même l'histoire de l'engloutissement d'un peuple.
du peuple yiddish de Pologne. Donc l'impact, il est moral, il est symbolique, il est ce qu'il a représenté dans le monde entier, ce qu'il a représenté en Israël. On oublie souvent, puisqu'on est cette année l'anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie tombe à peu près, enfin 2 jours après, Yom HaShoah. Mais on a oublié que le Yom HaShoah, c'était le Yom HaShoah et des héros, des martyrs et des héros. Et que le premier lieu de célébration en Israël, ça a été le kibbutz, l'Omer HaGetaot, le kibbutz des combattants du ghetto. Un certain nombre de combattants du ghetto de Varsovie survivent. Le dernier d'entre eux, et qu'on a vu beaucoup et beaucoup entendu en France, étant Marek Edelman. Mais il y avait aussi en Israël des survivants du ghetto. Donc l'idée et cette idée est capitale, c'est qu'il faut se battre, il faut lutter les armes à la main. Mmh. Mais l'impact sur la destruction des Juifs d'Europe, j'aurais aimé dire qu'il est considérable. Je pense qu'il est en fait infime. Et peut-être, symbolique puisque on a l'habitude de dire que l'histoire est écrite, par les vainqueurs et les habitants, les juifs enfermés dans le ghetto de Varsovie avaient cette crainte justement que cette histoire ne soit pas racontée. Le fait d'avoir tout de suite pris conscience, du devoir, de La, la, raconter et de documenter, est-ce que ah, cela oui, dites-moi. la prise de conscience qui a été celle d'un jeune historien du Linke Position, du Position de gauche, Emmanuel Ringelblum, qui crée dans le ghetto très vite une organisation de résistance d'un type tout à fait nouveau qui consiste à collecter les traces, collecter les journaux, collecter tout ce qui permettra ensuite d'écrire l'histoire. Oui, ça c'est quelque chose qui est pour moi exemplaire. Et vos éditeurs pourraient lire le livre de Samuel Kassoff qui s'appelle Qui écrira notre histoire et qui est l'histoire de ce groupe de résistance. Ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, unique. Et les archives d'Emmanuel Ringelblum ont été enterrées, 2 des 3 lots ont été retrouvés, et la conscience qu'ont eu ceux qui ont participé à cette écriture de l'histoire, c'est que, eh bien oui, qui écrira notre histoire? Oui, l'histoire sera écrite, elle ne sera pas écrite par les seuls vainqueurs, puisque les Juifs auront eux-mêmes créé les archives et commencé d'ailleurs à écrire l'histoire. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'admirable. Ces gens étaient admirables puisqu'ils étaient en même temps des militants politiques, des travailleurs sociaux dans le ghetto et euh, des personnes qui pensaient à l'importance de conserver les traces écrites et de pouvoir écrire l'histoire. Pour moi, Merci. c'est un exemple. Merci Annette Emmanuel Viviorca. Ringelblum est un Oui. de mes héros. Je disais qu'Emmanuel Ringelblum était un de mes héros. On l'a, effectivement, on a entendu son témoignage, hier, sur RCJ. Merci Annette Vivorca. On va vous garder quelques minutes encore parce que dans un instant, nous allons évoquer la résistance féminine dans le ghetto à travers un livre, dont, vous avez signé la préface, Les Résistantes. C'est aux éditions Les Arènes. C'est donc signé par, l'autrice américano-canadienne Judy Bataillon. On en parle, dans un instant. On marque une courte pause et donc on évoque la résistance féminine dans un instant avec Églantine Delalleux.